c'est marqué, bien sûr, c'est marqué dans le pasuk Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Donc ça c'est le principe connu de la Teshuvah, sur lequel on va essayer de réfléchir un petit peu. On traduit en général la Teshuvah en tant que repentir, d'accord? Maintenant, le mot Teshuvah lui-même, il vient de la racine la chouve, qui veut dire revenir, d'accord? Et c'est aussi la racine du mot Ishuv, qui veut dire un endroit qui est installé, d'accord? Par rapport à la jungle, par rapport à un désert. Un makom Ishuv, si quelqu'un il est dans le désert, il arrive à un village, à une ville, à un endroit civilisé, ça s'appelle un makom Ishuv. C'est-à-dire Ishuv, c'est là où des gens sont installés, où des humains vivent. Après, il y a aussi la notion de Hashavat Aveda, toujours la même racine, de rapporter un objet perdu. C'est une mitzvah de la Torah, qu'on a lu d'ailleurs dans la paracha de la semaine dernière, de ramener l'objet perdu. Et enfin, la notion aussi connue de Ishuv Adaat, c'est-à-dire quand la personne retrouve son équilibre au niveau du mental, s'appelle la sérénité, s'appelle Ishuv Adaat. Bon. Donc par rapport à ça, on va essayer de comprendre chaque élément et le point commun qui existe entre tous. Donc déjà, la notion d'Ashavat Aveda, c'est une notion qui est bizarre. D'accord? Quelqu'un, il a perdu un objet. Ça peut arriver. Vous allez quelque part, vous oubliez un portefeuille avec 30 000 euros en liquide. Bon. Alors, si quelqu'un le trouve, d'accord, et qu'il y a des éléments qui permettent de prouver à qui appartient cet objet, c'est-à-dire que la personne elle-même peut prouver que c'était à elle, alors il y a une mitzvah de la Torah de récupérer cet objet, de le préserver, ensuite de le proclamer et ensuite de le ramener à l'objet, à la personne. Maintenant on pourrait dire, écoute, la personne elle a perdu, ouais, comme disait un célèbre rave italien qui s'appelait Cappara, vous l'avez connu, Moshe de son prénom, chez Cappara, d'accord? Donc, le gars, il a perdu. Qu'est-ce que je te dis? Tant pis pour lui. Ouais, au pire, c'est une capara. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée qu'il faut ramener l'objet perdu à la personne? Alors, ils expliquent les commentaires que chaque personne, en vérité, nous, on la voit comme ça, telle qu'elle est, mais en fait, elle vient avec un certain contexte. D'accord? Ça veut dire que sa famille, l'endroit où elle vit, sa maison, ça fait partie de la personne elle-même. Chaque objet, on voit par exemple que Yaakov Avinu, quand il a séparé en deux camps toute sa famille, parce qu'il devait rencontrer Esav, il avait peur qu'il y ait une partie de la famille qui soit massacrée. Alors il est retourné, on dit il est retourné à l'endroit où il avait campé la veille. Pourquoi? Pour Pachim Ketanim, des petites fioles. Bon, tu dis quand même, quelqu'un qui est riche, il va retourner à des endroits comme ça pour aller chercher une petite fiole. Et la Gemara, elle dit, de là, on voit combien les tzadikim, ils font attention au gazelle. Ils font attention au vol. Pourquoi? Parce que, si vous remarquez, les gens qui gaspillent l'argent, c'est souvent de l'argent volé. Les gens qui ont travaillé honnêtement, détendez-vous. Les gens qui ont travaillé durement pour obtenir de l'argent, ils font attention. Ouais, ils le jettent pas comme ça. Quand quelqu'un y jette, c'est que, des fois, c'est des gens qui ont eu des problèmes respiratoires. Après, ils ont été obligés de prendre du CO2. Ils ont gagné beaucoup d'argent très très vite. Et puis après, ils font une bar mitzvah et ils offrent un iPad à chaque invité. Tu as compris que le gars, il est obligé d'aller en prison pour la capara. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, chaque objet appartient à une personne. Ça veut dire que l'objet fait la continuité de la personne. Oui, quand vous voyez la robe de la grand-mère, vous pensez à la grand-mère. C'est lié à elle. D'accord? À cette commode-là, on l'a ramenée d'Oujda. D'accord? Donc, ça y est, ça fait penser à Oujda. C'est-à-dire que chaque objet, il a un contexte. C'est logique. Dans le contexte, il y a la personne. Comme dans les lois du Shabbat. Dans les lois du Shabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit de transporter un objet d'un endroit public à un endroit privé. Vous êtes au courant. Ça s'appelle Otsar. C'est le premier interdit qui est développé dans la Gemara Shabbat. Et on n'a pas le droit non plus de transporter sur 2 mètres un objet. C'est-à-dire, si dans la rue, vous ramassez quelque chose, vous le déplacez 2 mètres et vous le posez par terre, vous avez un transgressé, comme si vous avez allumé un feu pendant Shabbat, ou si vous avez pris la voiture, c'est la même chose. Merci beaucoup, bravo. Donc alors, le commentaire, il demande, il dit, c'est bizarre, parce que normalement, dans les travaux interdits le Shabbat, il y a toujours une transformation, une amélioration, d'accord? On a découpé un tissu, on a cousu 2 choses, on a écrit, on a cuit. Donc il y a toujours un changement, une amélioration. Il dit, mais là, en quoi on voit le changement? Ouais, c'est le même objet, il est là, tu l'as amené là. Qu'est-ce qu'il y a comme changement? Il n'y a rien.
Alors, ils expliquent en vérité que le contexte de l'objet, le contexte géographique de l'objet, il fait partie de la définition de l'objet. Comme si vous dites à votre fils, tiens, amène-moi le stylo. Elle dit, bon, quel stylo, maman? Le stylo qui est dans la cuisine. Mais où dans la cuisine? Sur l'étagère du haut. D'accord? Maintenant, il y a 36 stylos dans la cuisine. Mais le stylo de l'étagère du haut dans la cuisine, c'est celui-là. Donc, tu vois que l'entourage, la caractéristique, ouais, toutes les caractéristiques de l'objet, elles font partie de l'objet. C'est bon? Maintenant, si moi je prends ce stylo et je le mets dans un autre contexte, par exemple dans la rue, ouais, donc maintenant il change d'entourage, il change de décor, donc il y a une caractéristique à changer, parce que maintenant c'est le stylo qui est posé sur la table du jardin. Donc il y a eu un changement effectivement dans l'objet. D'accord? De la même manière, quand c'est marqué dans la Torah Ur Taftam, il y a une loi dans le Sefer Torah. Ouais, vous savez que chaque lettre du Sefer Torah ou de la Mezouza ont plus de 500 lois. Vous le savez, non? Bon. Faut pas acheter les mezuzot et les tefilines n'importe où. Tiens, on est à Mehacharim, tiens, on prend une mezouza. Non, tu prends chez des gens sérieux, des gens qui ont la crainte d'Hachem, parce qu'il peut y avoir des conséquences très, 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 très graves avec la cache-route des mezuzot. Donc, ça sert à rien d'attendre d'avoir une maladie dans la famille pour aller voir un mekoubal qui va vous dire il y a telle faute dans la mezouza. À quoi ça sert? Vaut mieux directement prendre des mezuzot qui sont cachères. Ah, c'est un petit peu cher. Moins cher que ton 4x4 de toute façon. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand c'est marqué Ur Taftam et vous les écrirez, la Gemara, elle apprend une halakha là-bas de Ktiva Tama. Ktav Tam, tu peux découper. Ouais, au lieu de traduire, vous les écrirez, tu découpes. Ktav, c'est l'écriture. Tama, complète. Alors, c'est quoi une écriture complète? C'est que quand le sofer, il va tracer la lettre, d'accord? Vous savez que deux lettres ne doivent pas se toucher dans le Sefer Torah, vous êtes au courant? Oui. Maintenant, chaque lettre correspond à un Ben Israël qui était au moment du don de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 lettres et il y a 600 000 Neshamot qui ont reçu la Torah. Bon, évidemment, il y a des gens qui ont compté, ils ont dit, mais il n'y a pas 600 000 lettres, il y en a 312 000, un peu plus de 312 000. Donc pourquoi toujours on dit Shishim Ribo, Otiot Batora, soit 600 000 lettres dans la Torah? Ils expliquent qu'en vérité, il y a des lettres composées. Par exemple, le Mem, c'est un Chaf avec un Vav. Vous me suivez ou non? Ça fait deux lettres. Le Aleph, c'est un Vav avec un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. Ça fait trois lettres. D'accord? À la fin, on arrive à 600 000. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les lettres ne doivent pas se toucher. Pourquoi? Parce que la lettre, en vérité, le blanc qui entoure la lettre fait partie de la lettre. Maintenant, quand vous écrivez une lettre, automatiquement, vous définissez, en même temps que vous définissez le noir que vous écrivez, on dit noir sur blanc. Aujourd'hui, on peut pas parce qu'à cause des attaques racistes. Donc, quand vous écrivez noir sur blanc, automatiquement, vous formez le blanc. Vous me suivez ou non? Maintenant, de la même manière que si vous collez deux lettres, ben, ça forme une autre lettre, qui n'est pas la lettre initiale. De la même manière, en collant deux lettres, vous déformez le blanc qui est autour de la lettre. Maintenant, si on dit que chaque lettre correspond à une personne, donc chaque blanc autour de la lettre correspond au contexte de la personne. Donc tu ne peux pas juger une personne en dehors de son contexte. Une fois quelqu'un est venu chez moi, il me dit, te rends compte, soi-disant le religieux, il a trompé sa femme avec sa secrétaire. J'ai dit, ok, c'est assourd. Mais est-ce que tu savais que sa femme, ça fait 20 ans qu'elle a des problèmes gynécologiques et qu'ils n'ont rien fait ensemble? T'aurais tenu 20 ans, toi? Peut-être une semaine. T'aurais dit, ah, c'est une misva de l'adultère. Ouais. Parce que tu n'acceptes pas, parce que tu ne connais pas le contexte. Donc tu ne peux pas juger quelqu'un en dehors de son contexte. Si tu connais le contexte, peut-être tu as envie de réfléchir, pas de juger, parce que pour qui tu te prends? Ouais, il y a un seul juge dans le ciel. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que chacun, il a un contexte. Chacun, ouais. Tu dis, ah, regarde celle-là, comment elle est en révolte. À savoir, peut-être qu'elle a subi des attouchements par son oncle, quand elle était petite, et maintenant, elle est dans un rejet total, parce que monsieur, il était religieux. Vous avez compris ou non? Donc on ne peut pas savoir qui est qui et qu'est-ce que chacun a vécu. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que le vécu de chacun, il fait partie de la personne elle-même. Vous êtes toujours là? Voilà. Donc dans cette idée-là, d'accord, si on dit que l'objet fait partie de la personne, comme la propriété fait partie de la personne. Parce que le Maharsha, il explique pourquoi est-ce qu'on doit mettre les tefilines sur le bras, sur la tête, sur la tête et sur le bras, et la mezouza sur la maison. Oui, il explique une chose incroyable. Quand on met le tefilin sur le bras, c'est pour maîtriser les pulsions de son corps et de son cœur. Quand on met sur la tête, c'est pour maîtriser, c'est-à-dire offrir
nos tendances intellectuelles à Dieu. Ouais. Et pourquoi on met sur la maison, sur la mezouza? Parce qu'on veut dire que cette maison, elle appartient entièrement, elle est vouée à Dieu. C'est une maison de Dieu. Ouais. Maintenant, quand vous rentrez dans un aéroport, vous savez, vous passez par les sas de sécurité. Donc, tu viens avec une mitraillette, ça passe pas. D'accord? Eh ben, la porte de la maison, c'est aussi un sas de sécurité. Donc, si tu viens avec de la touma, avec de la bêtise, avec des vidéos bizarres, avec des ambiances, avec des vitamines illégales, ouais, ça doit sonner. C'est un sas de sécurité. Tu dis non, mais on n'est pas religieux. Ok, mais vous n'êtes pas Brel non plus. A priori, c'est antinomique, d'accord? Donc, ça veut dire que la maison, c'est le continuum de la personne. Maintenant, de la même manière que si quelqu'un il touche à l'intégrité de ton corps, il te fait du mal. Si quelqu'un il touche ta maison, ça te fait. Ça, quand tu reviens dans une maison qui a été cambriolée, tu es écœuré. Ils ont tout mis par terre. À la limite, ce qu'ils ont volé, c'est moins grave. Mais c'est comme un viol. Ils sont rentrés chez toi, ils ont tout cassé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si la personne, elle te touche, eh ben, elle touche l'intégrité de toi-même, de ton corps. De la même manière, ta propriété, c'est le continuum de ta personne. Ça va? Ça veut dire que chaque objet, en vérité, il fait partie d'un décor. Et ce décor, il est lié à la personne. Donc, quand quelqu'un a perdu un objet, il va manquer dans l'intégralité de sa personne. Donc, la Torah, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut remettre les choses à leur place. Donc, c'est pas une question pécuniaire, c'est pas une question d'argent. C'est une question de contexte. C'est une question de continuum du corps. C'est une question de la personne elle-même. Ouais, et c'est important. Pour ça, quand tu le ramènes, oh là là, je l'avais perdu. Oh là là, ouais, ça fait quelque chose. Parce que c'est une écharpe. Ok, c'est une écharpe. Il n'y a rien de spécial. Bon, mais c'est la seule chose qui te reste de ta grand-mère. Bon, eh ben, ça te fait plaisir. Tu la portes. C'est lié. Pourtant, c'est rien. C'est de la laine. C'est bon. Tu vas t'en acheter une autre. Ça coûte 5 €. Non, ça, c'est l'écharpe de ma grand-mère. Donc, on voit que les choses où tu portes un objet d'une personne que tu as perdu et il y a encore son parfum dedans, c'est 1 milliard. Tu dis, mais le parfum, tu peux l'acheter, la jupe, tu peux l'acheter, mais c'est le parfum de ta grand-mère, de ta femme, de ton mari, enfin, la jupe de ton mari. Mais... Donc, dans cette logique-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette notion de Hashavat Aveda, où il s'agit de remettre une chose à sa place. C'est bon? Maintenant, les Chachamim, ils disent que même la Teshuvah, c'est aussi une forme de Hashavat Aveda, parce que t'es une Bat Israël. Ta Neshama, elle s'est un peu perdue, ça peut arriver, ouais. On n'a pas forcément grandi dans le milieu, on n'est pas tombé dans la marmite quand on était petit, on a grandi en Corrèze avec un des deux parents qui est goy, ou alors on n'a pas été à l'école juive, ou on n'a pas les connaissances, cette âme-là, on dit, c'est une âme perdue, ouais. Bon, après, il fait teshuva, il écoute un cours sur Internet, il rencontre un curé qui lui conseille les cours de Ben Shetrit, enfin, trouve une solution, ouais. Et elle revient à Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait en vérité? Elle ne fait que ramener un objet perdu qui s'appelle sa neshama. Pourtant, elle se sentait mal quand elle mangeait du cochon. Ouais. Elle avait l'arma de prendre la voiture samedi. Pourtant, elle n'était pas chômère et Shabbat. Mais elle avait un petit malaise quand même. Elle se sentait un peu mal. Moi, j'ai des milliers de témoignages. Parce que je travaille dans ce domaine. Vous savez, je suis grossiste en Teshuvah. Eh ben, les gens, ils me racontent des trucs. Ils me disent, mais écoutez, Rav, j'habite en Bretagne. Il n'y avait pas un juif à 100 kilomètres. Bon, et puis d'un seul coup, j'ai ma grand-mère qui est morte à Auschwitz, qui est venue en rêve et qui m'a dit Haram. Peut-être Haram. Ouais. Et ça m'a cliqué, j'étais à la bibliothèque, j'ai pris des livres sur le judaïsme, après je me suis intéressé, j'ai cherché, et j'ai compris qu'en vérité, il n'y a que Hachem dans le ciel. Et après, elle s'est installée à Paris, et maintenant elle est à Jérusalem. Elle est partie de Bretagne. Bon, on avait une allusion, parce qu'elle habitait Quimper, et comme il y a Quimper dans le ciel, Avinu Shema Shamaim, ça va? Vous arrivez à suivre là-bas ou... Bon. Non, parce que l'image fait partie du spectacle, du cours. Bon. Alors maintenant, l'idée, c'est ça, s'appelle Hashavat Aveda, ramener l'objet perdu. On a dit une deuxième notion qui s'appelle le Yishuv, Makom Yishuv. D'accord? C'est un endroit qui est construit. Maintenant même, bon, on est des gens un peu civilisés, on pourrait pas vivre dans un désert, on a besoin d'une ville, on a besoin du confort minimum, on a besoin
d'un toit sur la tête, d'avoir l'eau au robinet, de l'électricité. On veut vivre avec des gens, il faut qu'il y ait une mairie, il faut qu'il y ait la police. Ça s'appelle Makom Yishuv, c'est un endroit qui est installé. D'accord? Maintenant, cette notion-là de Yishuv, ouais, elle existe aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit le Rav Yerucham, un secret très très important auquel vous pourrez réfléchir pour les 9 prochaines années à venir. Il dit En chosrim elal makom Yishuv. On ne peut revenir que dans un endroit qui est installé. Traduction. Si tu es perdu dans le désert, ouais, tu cherches pas un autre désert. Tu cherches un village, tu cherches une ville. Si tu tombes à la mer, tu cherches pas une autre mer. Tu es déjà dans la mer. Ouais. Tu cherches une île, un bateau, une épave, une planche, un truc à te raccrocher. Donc, quand on revient, on revient automatiquement vers un endroit installé. En chosrim elal makom Yishuv. Maintenant, le problème, c'est que cet endroit installé, c'est un endroit construit, et il a été construit, c'est pour ça qu'il est installé. Vous êtes toujours là ou non? Voilà. Donc, quand vous voyez une ville, vous dites pas, oh là là, c'est extraordinaire, il n'y avait pas de ville, puis d'un seul coup, il y a une ville. Non, ça s'appelle un mirage, t'as pris un coup de soleil. Non, la ville, elle a été construite. D'accord? Maintenant, ce Makom Yishuv, ça veut dire cet endroit construit, il existe, par exemple, dans le couple. Il y a un phénomène, ça s'appelle le mariage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. D'accord. Maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui cohabitent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui coexistent. Des gens qui cohabitent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui coexistent. Parce que premièrement, pour coexister, il faut déjà exister. Deuxièmement, pour coexister, il ne faut pas penser que l'autre en existant m'empêche d'exister. Donc les névroses, les complexes, les malaises, la maroquinerie, tout ça, c'est impossible, d'accord? Et troisièmement, c'est qu'il faut créer cet espace de coexistence. Ça veut dire que moi, les jeunes mariés, je leur donne un programme, bon, c'est gratuit et tout, et je leur dis, voilà, maintenant vous allez faire de la communication, vous allez faire de la communion, de la compréhension, vous allez faire de l'investissement, de la gentillesse, de la douceur, de la remise en cause, des efforts. Je dis, non, mais attendez, nous, on voulait juste être heureux. Mais c'est ça le problème, vous pouvez être heureux par plaisir ou par joie. La joie, c'est une satisfaction, et le plaisir, c'est le fruit de la consommation. Donc, est-ce que vous êtes en train de consommer l'autre? Ouais, vous êtes en train d'investir dans l'autre. Alors, quand tu investis dans l'autre, automatiquement, tu admires, tu aimes, tu es attiré. Quand tu profites de l'autre, un jour, la nature, le temps, la routine font que on a envie de varier le menu. En plus, tu l'as épousée toute fraîche, toute belle, tohnina, toute. Mais non, ça évolue. Ah oui, même les pommes, elles s'oxydent. C'est logique, oui. La baisse des valeurs boursières n'est pas qu'une dimension financière. Tout va vers le bas, c'est logique, d'accord? Donc il y en a qui disent, c'est pas grave parce qu'entre-temps, on a créé... Alors, il faut que les malentendants s'approchent. Parce que... Non, c'est pas grave, je parle pas pour vous. Mais moi, j'ai cours ce soir à Strasbourg, donc je peux pas attraper le syndrome de Patrick de casser la voix. Donc vous vous approchez, et moi, je parle normalement à peu près. Normalement, vous entendez, normalement. Après, des cas spéciaux, je peux rien faire. D'accord? Non, il est très microscopique. Approchez-vous, voilà, il y a de la place là. Là aussi, vous pouvez vous approcher. C'est le même prix, de toute façon, vous ne paierez pas plus cher. Et puis moi, je ne vais pas postillonner jusqu'à là-bas, vous en faites pas. Donc, restez concentrés en un seul mot. Donc l'idée, c'est quoi? Encore une fois, c'est que, en fait, c'est un truc bizarre. Bon, moi, j'ai pas votre expérience, j'ai eu à peu près 30 000 couples en tout. Donc, les 3/4 des gens, par exemple, qui divorcent ne sont pas mariés. Bah oui, parce qu'il y a monsieur, il y a madame, d'accord? Et ensemble, on crée un couple. Maintenant, le couple, c'est quoi? C'est un référent commun. Commun, comme un. Maintenant, on a en comme un ce qu'on a mis en commun. Maintenant, pourquoi les gens divorcent? Parce qu'on est différents. Ah bon? Ah bon?
Mais la différence, si tu l'utilises, elle devient ciment. Si tu la subis, elle devient le mur. Donc ça veut rien dire la différence. C'est qu'est-ce que tu as fait avec. Parce que toi, tu es très intello, elle est très intuitive. Complémentarité. Toi, tu gagnes beaucoup d'argent, elle dépense beaucoup d'argent. Complémentarité. Ouais. Toi, tu manges, elle grossit. C'est ça la solidarité. D'accord? C'est-à-dire que tu as payé pour qu'elle grossisse, et maintenant tu payes pour qu'elle maigrisse. En fait, facteur commun, tu payes. C'est pour ça qu'on dit ma très chère femme. Très, très chère. D'accord? Enfin, c'est une certaine vie du Maroc, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, mais l'idée, c'est ça. D'accord? L'idée, c'est de comprendre qu'au-delà du fait que moi, personnellement, je dois exister, je dois me réaliser sur les conseils de mon psy et de mon coach, ouais. Toi aussi, si tu veux, tu peux te réaliser, tu peux exister. Mais à part ça, et c'est ça, les gens l'oublient souvent, c'est qu'il faut aussi fabriquer le couple. Donc les gens disent, écoutez, on habite ensemble, Raph, vous étiez témoin au Tournel en 85. Grâce à Dieu, il y a 6 enfants, on s'est marqué monsieur et madame, le compte il est commun, on dort dans le même lit, donc vous voyez bien qu'on est un couple. Non. C'est une paire, c'est pas un couple. Donc si on n'a pas fait l'effort de mise en commun, et comment on sait qu'il y a de la mise en commun, vous savez ou non? Non? Quoi, 30 ans de mariage, vous savez pas? Écoutez bien ce que je vous dis. Comment on sait qu'il y a une mise en commun? C'est quand chacun il change pour l'autre. Est-ce que tu as changé pour ton mari? Est-ce que tu as changé pour ta femme? Ah, tu dis, oh non, moi comme je suis, je ne changerai jamais, mon père n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est une image, hein. En fait, elle a fait ça avec des cachets. D'accord? Mais, restez calme. Calmez-vous. Encore une fois, l'individualité, elle est nécessaire. Mais il faut bien qu'il y ait un point de jonction quelque part. Donc, en fait, ce qui m'énerve chez l'autre, ouais, ce qui me remet en cause chez l'autre, c'est ce qui m'oblige à m'adapter à l'autre. Vous me suivez ou non? L'autre, elle ne comprend pas du premier coup. Donc, il faut que j'explique 3 fois. C'est pas grave. Moi, j'ai travaillé la patience et l'autre, elle a travaillé la confiance. C'est extra. D'accord? Moi, dans l'éducation, je suis très raide. Elle est plus cool. Donc, elle va prendre la courbe. Elle va arriver au même résultat. Moi, je vais aller frontal. Du coup, je crée des traumatismes. Heureusement que j'ai la chorma de la femme pour m'expliquer, arrête d'aller en frontal. Tu t'étonnes qu'ils n'arrivent pas à te parler, qu'ils ne se confient pas à toi et qu'ils n'ont aucune confiance en toi et qu'ils n'ont aucune confiance en eux. Donc l'approche de la femme et l'approche de l'homme n'ont rien à voir. C'est pour ça que c'est très important d'épouser une personne de sexe différent. Non, aujourd'hui, on est obligé de préciser parce qu'il y en a qui croient que c'est une misva. Ouais, c'est la 614e, ça s'appelle le wokisme, d'accord? Mais non, en vérité, on a besoin que les hommes soient des hommes et les femmes soient des femmes. Et si vous allez dire, ah, faut être progressiste. Ok, donc on va faire que les hommes soient des femmes et les femmes soient des hommes. C'est ça que vous voulez? Ouais. Ce qui est aussi très... Non, c'est si très développé. Bah oui, parce que quand le mari, il a fait le patron, il a fait le père, il a fait l'homme toute la journée au travail, quand il rentre à la maison, il fait l'enfant. Du coup, la mère, pour compenser, elle fait le père. Du coup, ça fait une mère-père et un père-mère. Heureusement que les deux font la paire, d'accord? Mais l'idée, restez calme, on a très peu de temps. Parce que comme j'ai un quart d'heure de retard et que j'ai à peu près 8 ans et demi de yeshiva et 16 ans de psychologie à vous faire en 1h15, donc ça va être très condensé. Et dans condensé, il y a dansé. Bon, il n'y a pas que ça. D'accord, donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut fabriquer le couple. Ça veut dire que je mets des efforts, je mets de la gentillesse, je mets de l'amour, je mets de la finesse, je mets de la solidarité, je mets de la communication, je mets de la communion, je mets de la remise en cause, je mets des efforts, tout ça, je crédite, je capitalise. Et je fabrique cet endroit-là où tous les deux, on se sent bien, qui s'appelle le couple. Encore une fois, vous allez dire, mais il parle de quoi? Il parle de l'évidence. Non, pas du tout. Parce que souvent, je vous dis, les gens, ils s'aménagent leur petit bien-être, leur cocon, ouais. L'autre, il aménage le cocon. Bon, il se trouve qu'ils habitent les deux dedans, d'accord? Et bizarrement, un jour, il y a une crise, il y a un malaise, il y a une angoisse, il y a une déception, et tac, tout éclate. Ah bah si c'est comme ça, va voir les avocats, ta. Je dis, non mais JG, c'est jeune bébé. 23 ans de mariage, 6 enfants. Tu dis, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. De toute façon, je ne suis même pas sûr de t'aimer. De toute façon, je ne sais même pas si je t'ai un jour aimé.
Moi, j'ai vu des trucs, j'ai dit, oh, heureusement que j'ai étudié la zoologie, hein. L'étude des animaux. C'est très rare que je dois traduire, mais bon, c'est... Alors, pourquoi je dis zoologie? Parce que chez la personne, il y a le moi et il y a le mâle. Maintenant, quand les deux s'identifient, ça fait animal. Quand tu fais une grosse bêtise, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Tu es marié, elle est mariée, vous êtes religieux. Vous avez 4 enfants chacun. Écoutez, Rav, je sais pas, c'était plus fort que moi, je sais pas, j'ai été attiré par ses valeurs morales, j'ai craqué, je suis devenu fou, c'est ma secrétaire, tous les jours elle oublie de s'habiller, puis on n'arrive pas à se confier avec ma femme, du coup on se confie avec elle, on a des choses en commun, on met les choses à plat. Je dis, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est ta tête? À votre taille, le Yetzera n'est pas mort. On aurait retrouvé son corps. Là, c'est un truc très bizarre. Les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. La Torah, elle te dit, ne te rapprochez pas. Il y a certaines discussions que tu peux avoir qu'avec ta femme. C'est pas la peine de la masser. Elle va aller chez le kiné. D'accord? Toi, tu as un nouveau maillot de bain, tu n'es pas obligé de lui montrer. Ok, on n'est pas religieux, mais on va partir en vacances ensemble, on va louer sur la Côte d'Azur, un grand truc, ça revient moins cher, d'accord? Et puis, vous savez, dans un couple, il y a toujours un plus sérieux et un moins sérieux. Les deux sérieux, ils vont faire les courses, les deux pas sérieux, ils restent au bord de la piscine. Et là, vous allez sur le site internet lauralenou.com, simsilenou.fr, hasveshalom.com. Et là, vous allez trouver le cas. Ils sont rangés par deux, ça s'appelle des cas. Je dis, mais comment c'est possible? Écoutez, Rav, j'ai honte de vous en parler parce que ça m'est tombé dessus, mais j'ai rien vu venir. C'est ça ton problème. T'as rien vu venir. Maintenant, si tu avais un couple à côté, très très solide, très très solidaire, dans la pureté, dans la finesse, dans la kedusha, dans la solidarité, quand l'autre serait arrivée, bon, on ne peut pas dire son nom parce que c'est assourd, c'est la shonara, mais on peut dire son prénom. Quand elle serait arrivée, l'amzroba, normalement, toi, tu réagis. Tu la vois arriver, elle te dit serre-toi, tu trembles. Comment ça fait que non seulement tu n'as pas tremblé, mais tu as même trouvé que c'était une opportunité? Pardon? Ah d'accord. Mais vous pouvez vous mettre là, je sais pas. C'est les livres qui bloquent. Ah, c'est bien. Voilà. Ah, là, vous avez plein d'écran. Bah, il fallait le lire depuis tout à l'heure. Je suis pas votre mari, moi. Pourquoi vous avez honte? Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, la logique, c'est que on doit être tout le temps dans cette dynamique de construire le couple. Ce qui fait que s'il y a un accident, bon, moi j'ai pris des exemples extrêmes, mais ça peut être une engueulade, ça peut être une contrariété à la veille de Shabbat, ça peut être une valise de 32 kilos au lieu de 23. Bon, la pauvre, elle confond les chiffres. Ouais. Pour faire la gueule pendant tout le vol, pour se prendre la tête avec le checking de Elal, ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le crédit. Où il est le crédit? Même la grue. Vous savez, une grue, pas la belle-sœur, la grue, ouais. Pour soulever les... Ouais. Vous savez qu'elle a un contrepoids de 5, 6, 7, 10, 20 tonnes. C'est des immenses pierres qui sont à la base de la grue qui servent de contrepoids. Ce qui fait que quand la grue, elle veut soulever d'un côté, il y a le contrepoids. Maintenant, si tu n'as pas créé le contrepoids de ton couple, comment tu vas tenir? Quand tu vois que les gens, ils s'engueulent pour des choses tellement bêtes qu'ils ont même honte de me les raconter. Ils ont honte, ils se regardent comme ça. Bon, je sais, Rav, vous allez rigoler. Bon, je sais, c'est débile. Bon, j'ai porté plainte, j'ai été à la police et tout ça, mais parce qu'en fait, il m'a arraché mes lunettes. Ah oui. Et bon, en fait, il m'a enlevé mes lunettes. Il m'a griffé. Ben, c'était une maladresse. Ah non, mais moi, je dis c'est le début. Ça commence comme ça, les serial killers. Donc, j'ai porté plainte. Il a fait 48 heures de garde à vue. Je vous dis, le Yetzara n'est pas mort. Il est en pleine forme. Encore une fois, dans le conflit, il y a fli. Donc, il y aura des conflits, il y aura des contrariétés, il y aura des malentendus, il y aura des quiproquos.
Mais quand il y a le contrepoids, c'est pas grave. C'est comme si toi, tu as gagné au loto 173 millions d'euros, et en sortant pour aller chercher le chèque gagnant, tu t'es arraché la poche de ton costume. Tu dis, 23 euros à Aubervilliers, ça fait de la peine. Tu dis, mais enfin chérie, t'as pris 163 millions d'euros, tu nous prends la tête pour 23 euros. Bon, il y a des gens comme ça, la vérité. Mais bon. Le fondateur de barredefer.fr et de radin.com. Ouais. Mais ça s'appelle la proportionnalité. D'accord? Bon, ok. Bon, ok. Elle n'a pas fait la dafina. Tu vas faire la gueule tout Shabbat. Non, mais c'est pas pour la daf, c'est par principe. Ah, donc tu fais la gueule pour un principe. C'est encore moins qu'une daf. C'est un concept. Ouais. C'est la folie. Ça veut dire combien il vaut ton shalom bayit? Un concept. Moi, je connais des gens, ils ont fait la gueule tout leur mariage parce que c'est la belle-mère qui avait choisi la robe. Je dis, bah, t'as qu'à venir toute nue, qu'est-ce que tu me prends la tête? Ah non, j'ai été contrarié. Faut savoir être mévater. Faut savoir maintenir le mouvement. Faut savoir. Le Satan, il a coupé la vidéo. Bon, on recommence. Il a senti qu'il était en train de perdre des clients. Mince. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont tous? Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une course contre la montre. Parce que d'un côté, tu dois le plus vite possible construire ton couple, d'accord? Le renforcer, le muscler, le capitaliser. Et en même temps, tu dois lutter contre les propositions du Yetzer Hara. Les malentendus, les nerfs, les stress, les angoisses, le plat qui est raté. Tu as oublié de dire Shabbat Shalom à ta belle-mère. L'autre, il va se braquer pour une chose. Elle, au lieu de faire un petit baby blues de 2 jours, elle fait une dépression de 5 mois. Il y en aura des pièges. Mais encore une fois, c'est une question de compensation. Si le couple est solide, c'est pas grave. C'est comme dans une voiture. Tu sais, la route, elle n'est pas droite. Hein. C'est pas un salon d'exposition, la route. Il y a des bosses, il y a des creux, il y a des trous. Tu dis, ok, mais on a des amortisseurs. Donc, est-ce que votre couple, il a des amortisseurs? Dans l'éducation, c'est pareil. L'enfant, il faut l'aimer, il faut l'aimer, il faut l'aimer, il faut l'aimer, il faut l'aimer. Mais il ne faut pas l'aimer que parce qu'il a des bonnes notes, et parce qu'il est sérieux, et parce qu'il a tout le portrait de ton père, et parce qu'il a limite de ton grand-père. Tu l'aimes aussi avec ses défauts. Vous savez que le bébé le plus mignon, le bébé cadom, il fait caca. Ça fait partie. Toi, tu l'aimes entièrement. On dit de manière inconditionnelle, où tu dis non. Les bons côtés, ça va, mais les mauvais, j'arrive pas. Mais quand tu commences à critiquer les mauvais côtés, un jour même, les bons côtés, tu peux plus les voir. D'ailleurs, tu as fini aveugle. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'on doit aimer entièrement, un peu comme à la mairie. Vous savez, le maire qui est pas du tout le religieux, il est même laïque. Il a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois aimer quelqu'un entièrement. Et il est jeune, et il est vieux, et il est riche, et il est pauvre, et il est patient, et il est nerveux, et tu l'aimes. Ou tu dis non. Tous les bons côtés, ça va. Les mauvais, ça va pas. Eh ben, c'est ça la différence. Parce que dans une logique de consommation, ben, tu gardes ce qui te plaît. Et dans une logique d'investissement, tu gardes tout, puisque c'est toi qui as donné la majorité. Donc c'est ça le problème. Ouais. C'est qu'en fait, tout ce qu'on va accomplir ensemble, tout ce qu'on va travailler ensemble, ranger la maison ensemble, faire les courses ensemble, s'engueuler ensemble, se réconcilier ensemble, pleurer ensemble, accoucher ensemble, assumer ensemble le crédit, ensemble la déco de la maison, ensemble l'éducation, ensemble, on va aller au rendez-vous de parents d'élèves. En fait, tout ce qu'on fait ensemble nourrit le couple. Ça va? Alors que tout ce qu'on fait séparément nourrit notre personne. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens, ils se réveillent un matin, ben écoute, je t'aime plus, je sais pas ce qui m'arrive,
Les sentiments ne sont plus là, la passion nous a quittés. J'ai découvert en regardant ma secrétaire que tu as grossi. Enfin, c'est la logique du contraste. Ouais. Je dis, mais normalement, moi, je suis dans une case à part et elle est dans une case à part. Comment ça se fait que sa case à elle, elle peut occulter la mienne? Comme ta mère, c'est ta mère. Tu dis, ouais, mais tu comprends, l'autre, elle a des qualités, l'autre, elle est différente, l'autre, elle est originale. Mais c'est ta mère. T'es sorti de son ventre. Tu critiques, t'as un problème. Vous avez compris ou non? Vous savez, c'est quoi la critique des parents? Vous savez ou non? C'est qu'on est tellement étouffé par le devoir de reconnaissance qu'on est obligé de trouver des critiques pour prétexter et légitimer le fait qu'on n'arrive pas à dire merci. C'est enregistré. Vous avez compris l'idée ou non? Ça, c'est tellement dur de dire merci, tu es obligé de trouver un défaut. C'est comme si ton mari, il t'achète une bague, tu lui dis, t'as acheté la même à ta sœur. Et que ça peut te foutre. Peut-être c'est vrai. Ouais. Et donc, tu lui fais un gâteau, il dit, ouais, mais c'est la recette de ta mère. Eh ben oui, étouffe-toi avec. Je t'ai fait un gâteau, c'est bien, non? Ça fait 20 ans que tu me dis, tu me fais jamais de gâteau, je t'ai fait un gâteau. Ah non, mais c'est un gâteau. Et alors, qu'on va pas en faire un plat? Parce que c'est un gâteau. Vous avez compris l'idée? Voilà. Maintenant, le fait de ne pas à pouvoir absorber cette capacité à dire merci, d'où ça vient? Donc, il faut un contrepoids. Parce que si dans le bien, il y a le contrepoids, dans le mal aussi. Parce que il y a toujours une source. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc, il y a un sentiment premier, il y a un malaise premier, il y a un bonheur premier, il y a un contexte. Moi, je dis toujours aux gens, pourquoi il faut être gentil dans son couple? Parce que tout l'amour, la sérénité, la finesse, la douceur, la patience que tu mets dans ton couple, les enfants, ils grandissent dedans. Et ça, ils capitalisent. C'est avec ça qu'ils vont pouvoir aborder la vie de manière sereine. Mais si tu leur mets des nerfs, des stress, des engueulades, des insultes, des gros mots, de l'impureté, de la débauche, de la lourdeur, avec légitimité, évidemment. Je m'énerve parce qu'elle m'énerve, je mens parce qu'il me met le stress. Chacun, il va trouver de quoi légitimer sa lourdeur. Mais la lourdeur, elle est là. Donc, ils ont grandi dans la lourdeur. Après, tu les vois adultes, tu dis, mais je comprends pas, comme ça, tu parles à ta femme. Excuse-moi, papa, mais le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Toute la vie, c'est comme ça. Donc, les gens malins, ils investissent. Les brels, ils consomment. Maintenant, quand on consomme une glace, qu'est-ce qu'on fait avec le bâton? Mais si c'est une œuvre d'art, que tu mets ta neshama dedans, tu vas pas t'en débarrasser quand on n'a plus besoin, puisqu'il y a un peu de toi-même dedans. Donc les gens malins, ils mettent d'eux-mêmes, ça s'appelle le don de soi. Les autres, ils profitent du moi de l'autre. C'est la différence entre prendre et donner. Maintenant, quand tu donnes, tu crées quelque chose. Quand tu prends, tu te sépares de quelque chose. C'est pour ça que dans la Torah, dans le mariage, on donne du plaisir, alors que dans la société, on prend du plaisir. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Le divorce. Oui, parce que quand tu prends, tu t'éloignes de la personne. Premièrement. Deuxièmement, l'autre, elle a un statut d'objet. Parce que là, le verre, vous voyez le verre, là, vous le voyez ou non? Je le prends. Pourquoi je peux le prendre? C'est un objet. Donc quand je prends du plaisir, c'est-à-dire que je pense que l'autre est un objet. D'ailleurs, eux-mêmes le disent, c'est l'objet du désir. Donc dans la relation, toi, tu es une personne et l'autre, c'est un objet. Maintenant, ils sont arrivés à un tel niveau de perversité mentale que l'autre, en tant qu'objet, elle kiffe d'être l'objet. Ils appellent ça la sensualité. Tu me trouves sexy? Comment je te trouve sexy? Mais tu es une femme. Tu es une maman. Tu es sexy. Ça veut dire quoi, sexy? Sexy, ça veut dire que mon sexe réagit. C'est un appel au sexe. Ça s'appelle le sexe appel. Mais non, c'est une personne avec laquelle il y a un très très haut niveau de communion qui se concrétise mentalement, on se comprend, qui se continue émotionnellement, on se ressent, et qui se concrétise dans la discrétion.
dans la chambre à coucher. C'est pour ça que ça s'appelle l'intimité, parce que c'est intime. Maintenant, si tu mets l'intimité en dehors, ben c'est la débauche. Tu dis, ouais, mais on n'est pas religieux à ce point. Ok, mais vous n'êtes pas des brels non plus. Ça s'appelle qu'il n'y a que les animaux qui ont des relations devant tout le monde. Une fois, une femme, je lui ai dit, j'ai fait un cours sur la pudeur. Elle m'a dit, écoutez, je suis pas du tout d'accord, j'ai rien à cacher. Je fais, mais non, madame, c'est pas que vous avez rien à cacher, c'est que vous avez rien à montrer. Puisque vous montrez tout. Elle me dit, mais ça n'a pas de sens. Je fais, c'est très simple, vous allez dans un pré. Parce que souvent, le bonheur est dans le... Vous voyez une vache, la vérité, hein, sans aucun manque de respect. La vache, elle a les mamelles à l'air. Donc si toi, tu vas à la plage, parce que tu as besoin de bronzer partout, ouais, tu as les mamelles à l'air. Tu te dis, mais ça n'a rien à voir. Ah bon? Et pourquoi les gens, quand ils passent à côté, les hommes, ils disent, oh la vache? En plus, Mina Chamaïm, tu t'appelles Marguerite. Ça va? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la pudeur, pour une femme, c'est le droit d'être considérée plus qu'un corps. Et toi, tu revendiques le fait d'être une image, un poster. Pour peu que tu aies de l'humour, ça s'appelle un postérieur. Non, tu es une personne. Moi-même, vous me voyez là, vous me voyez ou non? Il fait un peu chaud quand même, ouais. Je vais venir avec une chemise ouverte. Un gros Magen David comme ça, sur un torse poilu, avec un pantalon fendu, et je vais faire des mimiques. Non, pourquoi? Écoutez bien, parce que ce que j'ai à dire est plus important que ce que j'ai à montrer. Donc l'autre, ce qu'elle a à montrer est plus important que ce qu'elle a à dire. Et c'est possible qu'elle n'a rien à dire. Vous avez lu le livre de Claudia Schiffer? Ben, elle ne l'a pas écrit. Depuis quand un cintre, il va écrire un livre? D'accord? Elle n'est même pas sûr d'avoir un cerveau. Bon, donc l'idée, c'est quoi? Restez calme. Mais l'idée, c'est ça. C'est que on a compris que dans le couple, il faut que tu crées un endroit qui s'appelle le couple, ouais, qui s'appelle le makom haïchouv du couple, et que si chas shalom, il y a des écarts, il y a des crises, il y a des malaises, il y a des dépressions, il y a des changements de statut, il y a des pertes d'argent, il y a où revenir. On s'éloigne, mais il y a où revenir. Ça va? De la même manière dans la personne elle-même. Tout ce qu'on fait, d'accord? On mange, on dort, on travaille, on développe, on étudie la Torah, on réfléchit, on se casse la tête, on fait des dons, on fait de l'associatif, on fait... C'est pourquoi faire? C'est pour que tout ce qu'on fait dans le concret, par résonance, se développe dans notre intériorité. Ça va? Maintenant, cette intériorité que j'ai développée grâce à mes actions s'appelle le Makom Haïchouv, chez moi. D'accord? C'est un peu comme la sérénité. Dans la vie, on peut avoir des hauts, on peut avoir des bas, on peut avoir des stress, on peut avoir des angoisses, mais il faut qu'il y ait un endroit qui ne change jamais, qui ne bouge jamais. Donc tu dis, oui, mais on n'est pas insensible, d'accord? On n'est pas des robots. Ok, alors écoutez bien les mots, hein, parce que je fais très attention aux mots. De manière épidermique, au niveau de l'épiderme, c'est normal que tu réagisses. Mais si tu vois que cette réaction, elle rentre à l'intérieur et elle explose le système, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Alors, je donne la phrase Ben Chetrital que vous devez apprendre par cœur, qui vous évitera au moins 10 ans d'exomile. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. J'ai des psys qui soignent avec cette phrase, mais j'attends toujours les royalties. D'accord? Vous avez compris l'idée ou non? J'ai mon intériorité, d'accord? J'ai deux solutions. Soit je suis vide, soit je suis pleine. Si je suis pleine, quand ils arrivent les agressions, ils rebondissent. Si je suis vide, ils pénètrent. Tu dis, mais comment ça peut être vide? Ben, c'est très simple, c'est vide, parce qu'il n'y a personne dedans. Tu dis, mais il ne peut pas y avoir personne puisqu'il y a moi. Mais en français, le mot personne, il veut dire personne et personne. Vous parlez français, non? Maintenant, je ne peux pas exiger le droit qui est dû à la personne. Je ne peux pas être offusqué du manque de respect qu'on fait à ma personne, si au fond je sais que je suis personne.
J'ai pas développé ma personnalité, j'ai pas développé mon respect de moi-même, mon estime de moi-même, mon amour de moi-même, ma valorisation personnelle. Et après, je dis, oui, je comprends pas, j'appelle, on me rappelle pas. Je passe à côté, tu me dis même pas bonjour. Attends, j'ai envie de chanter, c'est comme si je n'existais pas. Bon, je suis obligé de vérifier votre culture musicale. Ouais. Mais comment ça se fait? Oh, toi, tu t'énerves sur l'autre. Ouais, comment ça se fait que tu me rappelles pas? C'est moi qui dois réfléchir. Pourquoi elle me rappelle pas? Alors quoi, ça veut dire que je suis pas digne d'intérêt? Mais toi-même, est-ce que tu penses que tu es digne d'intérêt? Et intérêt, c'est intéressant. Et intéressant, c'est intéressé. Est-ce que tu es intéressé, que tu mets de l'intérêt à ta propre valeur intéressante? Traduction française, pour les gens qui pratiquent le cerveau lent, c'est que si tu ne valorises pas ta personne, elle n'a pas de valeur. Maintenant, tu fais des maths, tu fais de la chimie, tu fais de la Torah, tu travailles sur ta patience, tu travailles sur ton dialogue, ta communication, ton empathie. En fait, tu tailles ton diamant. Ben, ton diamant, il a de la valeur. Donc toi, tu deviens une personne de valeur. Maintenant, quand tu deviens une personne de valeur, c'est parce que tu es en activité permanente de développer ta personne. Qui pas à cause de l'autre, ça c'est le regard de l'autre. Devant Hachem, tu fais ce que tu as à faire. Donc tu développes ta personnalité. Si tu ne développes pas ta personnalité, automatiquement, tu es une personnalité. Une personnalité. Donc les gens ils te disent, mais tu dors, mais réveille-toi, mais ouvre les yeux. Mais elle peut pas, elle dort. Profondément, ouah, le coma. Mais tu as des capacités, travail. Finalise ton diplôme. Non, quand je me suis marié, il m'a dit, arrête, c'est moi qui prends en main. Ok, grâce à Dieu, il gagne de l'argent. Mais toi, au niveau personnel, tu as besoin d'atteindre des résultats, puisque la joie, c'est la satisfaction d'être. Ok, j'existe dans ses yeux. Imagine, il est atteint de cécité. Il voit plus ta valeur. Donc toi, tu dois avoir une valeur personnelle. Et en plus, tu peux avoir la confirmation de ta valeur avec le regard de l'autre. Mais ça reste un plus. Donc pour ça, il faut que tu développes ta personne. Et la personne, c'est quoi? C'est toi. Et toi, c'est quoi? C'est ton côté unique. Et le côté unique, c'est un. Et un, c'est quelqu'un. Donc tu dois devenir quelqu'un. Si tu ne deviens pas quelqu'un, tu deviens oncle. Vous parlez français, non? Bon, je résume la situation. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. J'ai compris. Mais il y a un très très grand danger d'identification. Ça veut dire que moi, si je veux apporter ma personne à l'autre, ça s'appelle le don de soi. Si moi, je veux réagir aux sollicitations de l'autre, ça s'appelle la remise en cause. Dans les deux cas, c'est bon. Mais si moi, je m'annule devant l'autre, je n'existe plus. Et ça, c'est dangereux. Il y a beaucoup de gens comme ça qui disent, oh, de toute façon, je suis rien. Moi, souvent, j'ai eu des mamans, j'ai dit, écoutez, madame, vous devez vous affirmer, avoir des projets, avoir de l'ambition. Non, moi, je suis là pour mes enfants, je suis là pour mes enfants. Ça n'est pas un cours particulier. C'est 12 000 €, d'accord? Et en plus, ça me casse le fil, parce que je sais même plus de quoi je parlais, d'accord? Mais écoutez bien les réponses, vous verrez que la réponse, elle est dans le cours. Non, c'est vrai que des fois, il faut avoir la patience ou le recul de se rendre compte que j'ai déjà répondu, d'accord? Et puis, faites la nuance vous-même. C'est pas moi qui va faire toutes les nuances. Vous faites les nuances. Ça, vous avez des cerveaux. Donc, parce que je peux pas répondre à tous les cas de figure en un seul cours. Il faudrait qu'on reste 3 semaines ensemble, jour et nuit. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre que moi aussi, à l'intérieur de moi, je dois fabriquer cette personne. Vous me suivez? Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Vayadarta, Vaashevota Elevavecha. Je vais ramener la chose dans mon cœur. Il y a la connaissance, il faut savoir. Ouais, tu as appris une notion. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Cette notion, tu vas la ramener dans ton cœur. Bon, tu as lu Françoise Dolto, tu as lu des livres sur l'éducation. Tu vas t'occuper de tes enfants. Tu sais ce qui se passe quand tu t'occupes de tes enfants?
Maintenant que tu leur changes la couche, tu enlèves la hnouna, que tu fais le énième biberon, que tu acceptes la bêtise, que tu acceptes le redoublement, les mauvaises fréquentations, tu as la patience. En vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de fabriquer la résonance de ton enfant chez toi. Traduction. Si le gosse, il t'énerve, donc toi, tu lui expliques, par exemple, pour la 32e fois, qu'il faut faire ses devoirs. Donc, au niveau de l'enfant, c'est de l'éducation. Mais au niveau de toi, c'est de la patience. Parce que tu as un marteau, tu as des clous, tu as une croix, tu as envie d'en finir. Puisqu'il a crucifié. D'accord? Donc, il y a toujours ce que tu fais et ce que tu deviens grâce à ce que tu fais. Oui, toi, tu travailles. Alors, tu dis, bon, mais pourquoi tu t'en vas pas? C'est l'heure. Tu dis, oui, mais moi, j'ai une conscience professionnelle. J'arrive pas à partir tant que le travail n'est pas fini. Maintenant, au niveau de ce que tu fais, c'est un acte professionnel. Mais au niveau de ta personne, ouais, c'est de la musculation existentielle de ta volonté. Et ça, c'est le lève. C'est ça, le lève. D'accord? Donc, il y aura toujours une différence entre ce que tu fais et ce que tu deviens. Maintenant, comment on appelle la résonance de ce que tu fais dans ce que tu deviens? On appelle ça Hashava Lalev. Et la Torah, elle a dit, Va'ashevota levavecha. Maintenant, pourquoi? Est-ce que la maman, elle est à Paris, sa fille, elle est à New York, et puis la femme, elle dit à son mari, bon, viens, on appelle la petite, viens, on l'appelle, viens, j'arrête pas de penser à elle, j'ai le souci, il faut qu'on l'appelle. Elle dit, mais écoute, il y a 6 heures de décalage, il est 5 heures du matin là-bas, ça n'a aucun sens, c'est pas logique, c'est logique, c'est pas logique. Je sens que je dois l'appeler. Elle l'appelle, elle est en train d'accoucher. Et comme c'est une bonne fille, elle est éduquée comme sa mère et son père, elle voulait pas faire de la peine, elle voulait pas les réveiller en pleine nuit. Mais d'où elle sait, la mère? Parce que tout ce qu'elle a pratiqué sa fille depuis 25 ans, elle a fabriqué le pendant de sa fille en elle. Du coup, son émetteur, son récepteur, maman, il capte l'émission de l'émetteur fille. Voilà, ils appellent ça l'intuition maternelle. Mais en vérité, ça vient du fait que tu as créé cet endroit. Maintenant, je peux te garantir que si tu as été une maman égoïste, tu as pensé qu'à toi, que tu t'es pris la tête pour ton rouge à ongles, que ça ne te dérange pas d'avoir 3 filles anorexiques parce que tu dis, elles ont qu'à manger si elles ont faim, tu n'auras pas ce genre d'intuition. Pourquoi? Parce que tu en as rien à treuf. Tu n'as pas fait rentrer l'enfant dans ton cœur. Comme je vous dis, des gens, moi je vois, ils font des grosses bêtises. Je fais, mais vous avez un problème. Vous n'êtes pas religieux, c'est pas grave, qu'Hachem vous envoie réfoua chez les mains. Le problème, c'est que pour arriver à faire ce type d'acte adultérin, c'est que vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Marié, c'est ce que c'est marié, non? Vous connaissez ce mot? Donc marié des couleurs, tu prends du bleu et du jaune, ça fait quelle couleur? Non, ça fait de la khlalala. Pour faire du vert, faut mélanger. Et tu sais quand est-ce qu'il apparaît le vert? Quand le bleu et le jaune, ils ont disparu. Ça veut dire que pour créer un amour commun, il faut éliminer 2 amours propres. Est-ce que tu es prête à mourir? Tu dis non, je vais pas mourir, on est des partenaires, on est des compagnons, on est dans le respect mutuel. Oh là 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 là. C'est pas plutôt de l'égoïsme en communauté? Parce que la maman, elle s'est donnée entièrement pour son mari. La femme, elle s'est donnée entièrement pour son mari. Le mari s'est donné entièrement pour sa femme. Bizarrement, ils continuent à exister de manière individuelle, mais il y a une soudure. C'est ça le problème. C'est que la solidarité, elle exige le changement. Vous avez 2 pièces de métal, elles sont tranquilles. Chacune, je vis ma vie, tu vis ta vie, je vis ma vie, tu vis ta vie. Tu dis, je voudrais qu'on les raccroche. Ah, tu dis, il faut un chalumeau et de la pression. Ah bon? Oui, le chalumeau, tu vas déstabiliser la structure énergétique de la surface du métal, de chaque côté. Et ensuite, il faut la pression pour qu'il y ait une interpénétration des atomes, et là, ça crée la soudure. La chaleur, c'est la bonté, c'est l'amour. Et la pression, c'est le respect. Quand on fait les deux, il y a une interpénétration. C'est solidaire. Tu tires l'homme, tu tires la femme.
Elle a le souci pour la parnassa en même temps que lui. Ouais, et lui, il sait que la grossesse est difficile, en même temps qu'elle. Ils sont solidaires. Ou alors non, il va dire, écoute, c'est ton problème, d'accord? T'as voulu ce bébé, tu l'assumes. Toi, tu dis, maintenant, il n'est pas venu tout seul. L'Immaculée Conception, ça n'a marché qu'une fois. On n'a eu que des problèmes, d'accord? Donc le vrai problème, encore une fois, c'est pas la grossesse, l'argent, les... Non, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Moi, je l'ai dit, ils sont devant moi les deux. Je dis, moi, je vois un fossé, je vois Ward le Grand Canyon. Alors que ça devrait être comme ça. Maintenant, cette solidarité, elle vient pas parce que tu t'es marié, elle vient pas parce que vous avez acheté des mezouzotes. Elle vient parce que vous avez construit la solidarité. Ça veut dire que le couple, ça devient le cœur de notre couple. De la même manière, ton moi intérieur, tu dois le travailler, tu dois évoluer, tu dois le gérer. Ouais, tu dois créer ta sérénité, ton amour de toi-même, ton équilibre, ta satisfaction d'être, ta valorisation personnelle. Si tu le fais et que c'est solide et que c'est très fort, il y aura des agressions, il y aura des malentendus. On va en rencontrer des CON, il y aura des chocs, il y aura des malaises, il y aura des changements de situation, il y aura des problèmes, il y aura peut-être des burn-out. Ouais. Et ta tête, elle va s'éloigner, et ton cœur, il va s'éloigner, et ton esprit va s'éloigner. Mais il pourra revenir, parce que En Chosrim et l'Alemakom Haïchouv. On ne peut revenir qu'à un endroit qui est installé. C'est que quand tu vois des gens qui pètent les câbles, et qui partent très loin jusqu'à l'internement psychiatrique, tu vois qu'il n'y avait personne dedans. Quand quelqu'un, systématiquement, il accuse les autres, ça veut dire qu'il n'y a personne à l'intérieur pour se remettre en cause. Moi, je les vois, je les tous les jours. Oui, mais vous comprenez, mon psy m'a expliqué, c'est parce que ma mère ne m'a pas donné d'amour, c'est parce que mon père ne m'a pas allaité. Je dis, mais quelle est votre part à vous? Ben, moi, je suis une victime. Moi, je n'ai fait que subir. Depuis que je suis petit, je subis. Je dis, oui, ok, mais vous avez 58 ans. On peut se relever, on peut passer à autre chose. Même les gens, ils ont perdu les 2 jambes en Irak, ils ont fait le tour du monde. Il y a des prothèses. Il y a de la rééducation, il y a de la thérapie. Non, non. C'est dans ma chair. J'ai besoin de ma carte d'invalidité. Ok, c'est bien la carte d'invalidité, mais le problème, c'est que tu n'es pas invalide. Tu as tes jambes, tu as tes bras, tu as un cerveau, tu as une croyance. Mais il faut y aller. Oh, oui, ouais, ça me stresse. Là. Déjà, vous parlez comme ça. Vous me poussez dans mes retranchements. C'est normal, il n'y a personne dedans. Je ne sais plus comment vous le dire. Ouais. C'est que si tu ne fais pas le travail de maturité, automatiquement, tu es une gamine. Ouais, mais si on a subi des choses, ok, tu as subi, ok, tu avais 8 ans, ça fait 30 ans, tu as fait 16 ans de thérapie, on peut passer à autre chose? Alors, je vous rappelle ce que disait le Rav de Bricorama, qui a été lui-même à l'école du Rav de Leroy Merlin. Vous l'avez connu, non? Il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, tout ce qui dure est entretenu. Et tout ce qui est entretenu dure. Tu entretiens ta maison, elle dure. Tu entretiens ton couple, il dure. Tu entretiens l'amitié, elle dure. Tu entretiens ta dépression, elle dure. Tu entretiens ta bêtise, elle dure. Tu entretiens tes complexes, ils durent. Tu entretiens ta névrose, elle dure. Donc si vous voulez réfléchir à la culpabilité du bourreau, vous devriez vous interroger sur la complicité de la victime. Encore une fois, tu avais un âge, tu ne pouvais pas te défendre. Mais il s'est passé du temps. Entre-temps, il y a des thérapeutes, il y a des rabbinim, il y a un cerveau, il y a l'amour, il y a la croyance, il y a le bon Dieu. Il y a tellement de choses à faire. Plutôt que de rester assis par terre en train de pleurer. Mais ça aussi, ça fait partie de la teshuva. C'est-à-dire la teshuva psychologique, c'est de se remettre en cause. La teshuva intellectuelle, de dire peut-être qu'il y a une autre façon de voir. Ouais, la teshuva spirituelle, la première chose. Moi, je vois des gens, ils me posent des questions. Ils viennent me voir à Ben Chetri, et moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Je dis, excusez-moi, monsieur, cette question-là, vous me l'avez posée à Toulouse, il y a 21 ans. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, vous en rappelez pas? Moi, je me rappelle. Ouais.
Je dis, vous savez, c'est quoi votre problème? C'est pas est-ce que Dieu... Non, non, non. Votre problème, c'est que vous êtes ignorant. Et vous faites des efforts énormes pour le rester. Maintenant, toutes vos questions, elles sont répondues dans la Torah. Mais il faut aller chercher. C'est comme le mec qui veut gagner au loto, il n'achète pas le billet. Celui-là, il veut un prêt bancaire, mais il ne va pas à la banque. Celui-là, il veut épouser cette fille, mais il attend qu'elle fasse le premier pas. Ça fait tellement longtemps qu'il est obligé d'écrire une chanson. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, l'homme, il va s'éloigner d'Hachem. D'accord? Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas une mitzvah teshuva, vous êtes au courant? Dans les 613 mitzvot, il n'y a pas la teshuva. Pourquoi? Parce que c'est quoi la teshuva? C'est de revenir à Dieu. Mais Dieu, c'est qui? C'est ton père. Maintenant, imagine-toi, tu t'engueules avec ton père. D'accord? Tu dis, ouais, j'aime pas vos trucs, j'aime pas vos traditions, ça me saoule, moi la religion, nanana. Bon, t'es parti, tu t'es installé à Los Angeles, t'es devenu t'es devenu DJ jockey, t'as épousé Christine, tu fais la teuf, tous les soirs c'est... Ouais. Bon, et puis à 50 ans, tu t'énerves sur ton fils et tu te surprends à lui dire, ça te portera pas bonheur. Et tu dis, mince, c'est la phrase de mon père. 44 ans que j'ai quitté le Maroc, 16 ans de thérapie, 10 ans d'orthophonie pour enlever l'accent marocain, et ça revient. Ça veut dire qu'on ne peut pas échapper à son ADN. Et l'ADN, c'est Aleph, Dalet, Noun, avec le Yud de la Chorma. Ça fait Ado, Naï. Il n'y a pas où aller. Donc ton père, il restera toujours ton père, même si tu t'es engueulé. Donc tu n'as pas besoin de faire tes chouvas sur la paternité, parce que tu n'as pas pu l'éliminer. Donc en fait, tu ne fais que revenir à ta place initiale. C'est vrai que les gens, ils écoutent les cours, ils me disent, mais Rabbi Chetrit, mais j'ai toujours pensé ça, mais j'ai jamais réussi à le formuler. Ou alors j'étais contre, mais en vérité, je savais que vous aviez raison. C'est qu'au fond, que tu veux, que t'es toujours un juif, et t'es même un sale juif, mais t'es un juif. Le jour, c'est quand la Torah ne t'intéresse pas, ou la Torah, elle t'énerve, ça va. Mais le jour où tu ressens plus rien, t'es en danger. Parce que t'as tellement recouvert ta neshama qu'il n'y a plus de réaction. Moi, je vois les gens qui sont énervés contre la Torah, ça me dérange pas, ils me disent, ouais, je suis pas d'accord. Viens, on va s'asseoir. Il dit, oui, mais intellectuellement, ok, tu veux parler de philo. Donc en vérité, on ne fait pas teshuva. Non, on revient à un statut qu'on avait déjà en nous, on l'a toujours gardé en nous. De la même manière, on doit construire un couple tellement solide, même s'il y a des crises, on ne peut pas se séparer. On doit créer avec l'enfant un référent tellement puissant que même s'il part en sucette en Thaïlande, là-bas, il va dire à ses copains israéliens, nous, fais la bracha quand même. Viens, on fait kidouche. Mais on mange du porc, mais viens, on fait kidouche. Parce qu'il a intégré dans son fort intérieur, dans son lève. Oui? Donc vous avez compris. Quand c'est marqué que En chosrim et l'alema comme aïchouv, on ne peut revenir qu'à un endroit qui est construit. On a construit dans la personne, c'est ton essence. Construit dans ton couple, c'est la base de ton couple. Et construit dans ta religion, c'est quoi? Ça s'appelle Metsiout Hashem Belibo Shel Adam. C'est la réalité de Dieu dans le corps de l'homme. C'est chaque mitzvah que tu fais, ouais, chaque fois, même tu fermes un bouton. Bon, ça t'est généreuse. Ouais, tu dis non, je ferme un bouton. Ce bouton-là, si tu le fais parce qu'Hachem l'a demandé, tu fais rentrer Hachem dans ton cœur. Ouais. Après, tu veux manger. Tu dis, mais j'ai faim. C'est quoi la bracha? T'as honte. Tu dis ça, c'est honte. Tu demandes à la dame d'à côté, la dame, la religieuse. Excusez-moi, madame, quelle bracha on fait? Elle te dit, c'est chez Akol. Ah, merci beaucoup. Tu vois, ce petit effort-là, il rentre Hachem dans ton cœur. Ok. Tu fais rentrer Shabbat 10 minutes avant. Tu mets la plata. Bon. Et tu mets un scotch sur les interrupteurs. Bah, tu dis, oui, mais on prend la voiture pour aller à la synagogue. Bon. Mais t'as fait un petit geste. Ouais. C'est ça qui fait rentrer Hachem dans ton cœur. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Après, je vous laisse tranquille. Vous voyez toutes ces étincelles de Dieu que tu as fait rentrer dans ton cœur. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. C'est un peu violent. Vous êtes solide psychologiquement ou non? C'est ça le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est que le jour où ton cœur et ton cerveau vont s'arrêter, tu vas monter là-haut, on ne va pas regarder les sacs de mitzvot, on ne va pas regarder les yeshivot que tu as construits,
On va pas regarder le soutien que tu as fait à Netanyahou, qui est aussi une mitzvah. Ouais. On va regarder, qu'est-ce que tu es devenu grâce à tout ça? Où elle est dans ton intériorité? Est-ce que les gens que tu as éduqués, ils ont ça dans leur cœur? C'est ça qui t'emmène au monde futur. Mais si chas v'shalom lo alinu simsilenu tout, il y a eu beaucoup d'actions. Ouais, t'es une femme active, hein, ouais. Mais il n'y a aucune intégration. Il y a eu 27 ans de mariage, mais il n'y a pas eu de travail de solidarité. Il y a eu 23 ans d'éducation de l'enfant, mais il n'est pas rentré dans ton cœur. Ouais. Tu as 17 ans, tu as travaillé dans ton entreprise, mais l'honnêteté n'est pas rentrée. La première occasion de voler, tu l'as utilisée. Ça veut dire que le travail n'a pas été fait. Donc la teshuva, c'est de s'assurer que. Ici, il va dire, oui, mais alors là, vous nous prévenez, on est à quelques jours de Rosh Hashanah, je vous dis un secret, le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Donc en quelques secondes, à l'intérieur, vous pouvez faire un travail de 10 ans à l'extérieur. Voilà, Hazak au Barour.